Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h à la une ce soir. Premier jour de classe ce lundi à travers le pays. La rigueur et la lutte contre les antivaleurs, deux principes qui vont caractériser l'année scolaire 2021-2022. Tony Mwaba a donné le ton à Mbujimaï. Nouvelle expiration aujourd'hui du délai accordé aux confessions religieuses pour trouver un candidat consensuel pour la CENI. Après un nouvel échec, le groupe de 6 se remet au président de l'Assemblée nationale. Des chefs coutumiers de Sekebanza au Congo central exigent réparation. Ils n'ont jamais perçu des droits sur la terre pour Inga. Ils ont levé un coin du voile. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Le 25 et le 26 octobre prochain, l'Union africaine et l'Union européenne vont se rencontrer à Kigali dans le cadre de la deuxième réunion ministérielle. En prévision de cette rencontre, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion par visioconférence. Cette quatrième réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, élargie aux présidents de communautés économiques régionales, a permis aux dirigeants africains d'échanger et de prendre des décisions importantes relatives aux orientations et recommandations quant à la tenue de plusieurs réunions statutaires de l'organisation continentale. Depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine, durant 2 heures, le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine a rappelé l'urgence de la tenue d'un mini-sommet Union africaine-Union européenne qui se déroulera à Kigali le 25 et 26 octobre de cette année. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le président du panel de l'Union africaine, Toumba Lwaba, ainsi que le rapporteur du panel, Lucien Lundula, ont pris part à cette réunion virtuelle. La 39e session du Conseil exécutif prévue du 13 au 14 octobre 2021, la 3e réunion de la coordination semestrielle du sommet du 16 octobre 2021, suite à la décision du gouvernement de la République du Tchad renonçant à abriter les sessions statutaires des organes d'octobre 2021, compte tenu des circonstances que traversent les pays, et les discussions sur la tenue de la 2e réunion ministérielle entre l'Union africaine et l'Union européenne à Kigali du 25 au 26 octobre 2021 sont les principaux sujets abordés. Les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école à travers le pays ce lundi. Pour cette année scolaire, il faudrait consolider la gratuité et travailler dans la rigueur. Le ministre de l'Enseignement primaire a donné le coup d'envoi à l'EPK Bongo, c'est Mbujimaï. Je déclare ouverte l'année scolaire 2021-2022 et je souhaite bon travail et plein succès. C'est en ces termes que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement ce lundi 4 octobre à partir de l'EPK Bongo dans la commune de Dibindi, en Mbujimaï, la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était en présence de la gouverneure de province intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Moussamba, et de plusieurs autorités provinciales. La province intérimaire du Kasaï oriental 1, Christine Kabika, dans son mot de bienvenue, a donné des indications techniques sur l'organisation de l'année scolaire 2021-2022. La gouverneure de province intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Moussamba, a remercié le gouvernement central pour le choix porté à sa province pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022. Je salue la construction et la réhabilitation des écoles entreprises dans ma province par le gouvernement de la République. Le ministre Tony Mwaba a placé cette année scolaire 2021-2022 sous le signe de la rigueur. Cette année scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la rigueur pour la recherche de l'excellence en vue d'assurer le redressement de notre sous-secteur de l'EPST. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorise cette nouvelle approche pour progresser réellement vers la consolidation et la pérennisation de la gratuité, ainsi que la lutte contre les antivaleurs. À Kinshasa, nos reporters ont rencontré des enfants devant les écoles. L'engouement n'était pas au rendez-vous. Constat des chauffeurs taxi, Iverson Kabwaba, Eric Kabamba. Fini les vacances, les rues de Kinshasa ont été inondées par les Bleus et Blancs ce lundi 4 octobre 2021, conformément au calendrier scolaire édicté par le ministère
de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dans la capitale Kinshasa, beaucoup d'écoles ont ouvert leurs grilles pour accueillir ces élèves. La rentrée est effective, certes, mais dans certains coins de la ville, les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école. Quelques parents se sont expliqués. Quand les parents ont de l'argent, ils ont la capacité donc de faire utiliser leurs enfants. Quand tu n'as pas d'argent, les enfants ne comprennent pas. Je suis un taximan. Bien que les élèves ont repris le chemin de l'école, cela n'est pas effectif à mon humble avis, car les rues sont vides. Peut-être ce n'est que le début. Voyons voir les semaines qui suivent. Pas besoin d'aller chercher à l'étranger la qualité de l'enseignement si on peut la trouver sur place. L'Université moderne de Kinkole organise depuis 4 ans des enseignements avec le système LMD. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est allé encourager cette initiative du secteur privé Pompon Oumba Landou. Au moment où le gouvernement décide que soient arrimées au système LMD toutes les universités du pays, l'université moderne de Kinkole garde une longueur d'avance sur les autres, avec l'organisation de 4 filières, notamment le droit et administration des affaires, ainsi que l'économie et la gestion des entreprises. Créée en 2017 dans la périphérie, les subventions de l'État se font toujours attendre, à en croire l'ami Lamiel, président du conseil d'administration. Comment pouvez-vous concevoir qu'une université située dans ces milieux périurbains puisse payer l'eau et l'électricité au même titre que les entreprises commerciales? Ces institutions ne bénéficient d'aucune facilité de l'État. Intéressé par la question de l'éducation, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Abonde, apporte son soutien à cette initiative. Un pays ne peut se développer que lorsque les dirigeants politiques mettent au centre de leur action politique l'homme congolais. Je transmettrai ce cahier des charges acquis de droit. Je discuterai avec tous les ministres, pourquoi pas le Premier ministre, le Président de la République, pour que tout ce que vous avez demandé vous soit accordé. La présence d'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel UDPS, est un message d'encouragement. Situé à 40 km du centre-ville, l'UMK compte 256 étudiants pour 16 locaux. Nouvel échec de consensus entre les représentants des confessions religieuses, les catholiques et les protestants ne nous ont pas présenté un candidat à lâcher depuis le siège de la CIME, le pasteur Dodo Kamba. Le bloc de 6 se remet à nouveau au président de l'Assemblée nationale, Luxon Kabala. Reportage. Les membres de la commission d'intégrité et médiation électorale CIME se sont retrouvés en face de lumière de la presse pour faire la lumière sur cette question si importante pour la nation congolaise. Le récit avec l'évêque général Dodo Kamba. Ce qui nous a été demandé par le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir harmoniser. Ils vont nous dire clairement qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Ils n'ont aucune proposition à nous faire dans ce sens. Et ils nous demandaient tout simplement de prendre du recul. Vous comprendrez que par là, nous comprenons malheureusement qu'ils veulent souscrire dans la ligne d'une frange politique qui disait qu'il ne faudrait pas désigner. Et c'est leur choix. Et nous leur concédons cela tout en leur respectant. On n'a pas évolué jusqu'à ce que nous nous sommes séparés, mais on a tiré de conclusions. Et là, nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir nous être témoins que nous avons fait notre travail. On ne voudra pas que demain, lors d'un quelconque glissement, qu'on nous endosse la responsabilité. Pour ce qui concerne les hommes d'église, nous avons fait notre travail en bonne et due forme. Vous dites le dialogue politique Union européenne-RDC rideau sur ces travaux. Ces travaux ont porté essentiellement sur la gouvernance politique, économique et sécuritaire. Les deux parties ont convenu d'un échange régulier pour cimenter leurs relations. Doris Mozotamboui.
L'Union européenne et la République démocratique du Congo réaffirment et renouvellent leur engagement pour un partenariat concret dans les secteurs de la gouvernance politique, économique et sécuritaire. La troisième session du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne s'est tenue à Kinshasa sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde. Assise rendue possible grâce aux multiples efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ouvrir le pays au reste du monde. En une journée, la partie congolaise et l'Union européenne ont d'abord évalué les engagements individuels et conjoints pris dans la dimension gouvernance politique, économique, sécuritaire, environnement et gestion durable des ressources naturelles. Au terme des échanges, un communiqué conjoint a sanctionné la fin de travaux. Le gouvernement congolais apprécie à leur juste valeur les actions entreprises conjointement entre l'Union européenne et bilatérales de ses États membres. Pour sa part, l'Union européenne réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Elle salue également l'engagement politique des autorités congolaises en matière de réforme des secteurs de sécurité et encourage la poursuite de leur mise en place. Le parti souligne que la relance de l'économie nationale doit reposer sur une meilleure gestion des finances publiques. S'agissant du nouvel instrument de voisinage de coopération au développement et de coopération internationale de l'Union européenne, les deux parties s'accordent sur la nécessité d'un échange régulier d'informations sur les modalités de sa mise en œuvre. La réunion s'est déroulée sous la coprésidence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala. Les partis se retrouvent en 2022 pour la 4e session du dialogue politique. Junior Massoudi est libre. Sa détention a réveillé le sentiment nationaliste partout où se trouvent des Congolais. Des compatriotes s'étaient amassés à Bruxelles devant son lieu de détention. Pascal Sévérine Katanda. Junior Massoudi, relaxé en début de cet après-midi de ce lundi 4 octobre 2021. Cet étudiant congolais, inscrit régulièrement à l'université de Louvain-la-Neuve, a été arrêté par la police belge à l'aéroport de Zaventem, va entreprendre finalement ses études d'économie, toujours à l'université de Louvain-la-Neuve, à Bruxelles, en Belgique. L'instruction du président de la République au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères sur ce dossier a beaucoup joué pour cet aboutissement heureux. Il s'ajoute à ces succès le travail du lobbying de la Fédération de la diaspora congolaise, managé par Maître Dieudonné Tshibobamboui. Après sa visite à ses compatriotes sur le lieu de son incarcération, c'est alors que Maître Dieudonné Tshibobamboui est allé plaider sa cause auprès du Premier ministre belge. Aussi, cette fédération de la diaspora congolaise a-t-elle mobilisé la communauté congolaise de la Belgique pour le soutien et remercie le chef de l'État pour son implication. Et voilà, c'est la victoire. C'est grâce à la pression de tout le monde, on a les résultats. Félicitations à tous ceux qui sont mobilisés. Un Congolais est concerné, je ne devais pas le laisser. Il fallait que je fasse des mobilisations. C'est à ce titre-là que je l'ai fait. En tout cas, nous remercions le chef de l'État et tout ce gouvernement. En tout cas, nous les félicitons et nous souhaitons et continuer à soutenir les Congolais. Et tout le monde, nous les remercions pour ce combat. Outre son combat sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, le président de la Fédération de la diaspora congolaise appelle à plus d'un de Congolais à se mobiliser pour lutter contre ces types d'injustices vécues au quotidien. En 2050, plus de 2 milliards d'Africains vont quitter les milieux ruraux pour venir s'installer en ville et le gouvernement congolais dispose déjà d'un plan d'amélioration des parcs des logements. Pius Mwabilou, ministre d'État de l'Urbanisme, l'a indiqué aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'habitat. On l'écoute. La République démocratique du Congo a enregistré ces 5 dernières années l'une des plus fortes croissances urbaines du continent. Le nombre de citadins augmente chaque année, poussant certaines villes à s'étendre anarchiquement au-delà de leur périmètre. Selon l'ONU Habitat, 400 millions d'Africains vivent en milieu urbain, soit 40% de la population, contre 3% il y a 50 ans. Et ils seront 1,2 milliard en 2050, soit 60% de la population. Cet état des choses nous a amenés à planifier des actions concrètes et efficaces en vue d'améliorer notre parc de logements abordables,
pour un développement harmonieux et intégré des secteurs de production, de transformation et de services. L'habitat est au cœur de la politique de l'urbanisme prônée par le chef de l'État. Il est la clé centrale de l'aménagement urbain. Plus nous construirons des logements abordables en grande quantité, plus nous créerons des centralités, noyaux de croissance urbaine contrôlés et d'épanouissement de notre population. Puisqu'on parle des logements, beaucoup ont construit sur des zones non édificantes, déplorent des architectes congolais. Ils ont communiqué quelques chiffres. 70% des constructions anarchiques pour la ville de Kinshasa et la végétation a beaucoup reculé pour se situer autour de 19%. Des statistiques publiées par l'Ordre national des architectes au cours d'une matinée de réflexion organisée en marge justement de la célébration de la journée de l'urbanisme, mais aussi de l'architecture. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Un projet de résilience pour le Nord Kivu, maintenant qu'il est possible de se rendre aux champs dans des zones pacifiées par l'armée, le gouvernement envisage de construire des entrepôts. Le ministre de l'Agriculture est arrivé à Goma, au Nord Kivu. Marthe Mangazakalala. Procéder au lancement des travaux de construction d'entrepôts dans le cadre du projet Passa Nord Kivu, c'est le but de ce jour de travail effectué par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabiri Anzé à Goma, chef-lieu de la province. Il a été accueilli à son arrivée par le coordonnateur ad intérim du Passa Nord Kivu et l'inspecteur provincial de l'Agriculture. Grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous communions avec la population. Et puis, c'est l'écoute du chef du gouvernement, M. Sama Lukonde. Il y a les activités de Passa Nord Kivu, je venais de dire ça aux autres. C'est un projet du ministère de l'Agriculture avec les bailleurs de fonds. Ça va nous donner des moyens de rentrer dans le champ. Et puis, avec la réparation de certaines routes de cette agricole, nous en avons besoin. Donc, il fallait quand même que les ministres viennent pour que cela se fasse de vive voix. Bon, nous avons fait un projet de résilience pour cette population-là. Mais vous savez, l'État a beaucoup d'obligations et que nous y sommes. Ils auront ce qu'ils veulent avoir. Quand je dis je viens pour Passa Nord Kivu, ce n'est pas pour une maison, ce n'est pas pour une famille, c'est pour tout le monde, y compris Nyiragongo. Son séjour dans cette province agricole va lui permettre de se rendre dans tous les territoires où Passa est implanté, notamment à Rutshuru et à Beni. Objectif, aider la population à reprendre avec les activités champêtres. Il est possible de relier le sud-Ubangi à la Mongala par la route nationale numéro 6. En attendant les travaux d'Hercule, des engins sur place ont pu stabiliser la route en terre. Nicole Seseploka. Palper du doigt les réalités de la route nationale numéro 6, Lissala Akula, réunir les informations sur le travail à réaliser et relever les problèmes d'ordre technique, c'est bien la mission de l'équipe cadre des 4 projets Africa sur cette route en cours de réhabilitation grâce à ces projets qui est venu secourir la province de la Mongala avec les systèmes IMO Abinga en attendant la mobilisation des engins appropriés pour le finissage des travaux. Engins qui nécessitent une exonération de la part des différents services compétents de l'État congolais pour être acheminés ici au pays. Comme au secteur de Mubangi, l'équipe cadre a échangé avec les responsables locaux et les membres du comité de sécurité sur la réhabilitation de cette route qui est dans un état de dégradation très avancé. Nous sommes une délégation qui est venue de Kinshasa. Nous sommes venus jusqu'à Kula pour se rendre compte de ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, notre présence ici est que nous puissions donner un coup de pouce, palper la réalité et puis amener des grandes lignes de décision et des recommandations qui ont été faites au niveau de Kinshasa pour que les grands travaux commencent. Avec le concours et le savoir-faire des ingénieurs des 4 projets Africa, la route nationale numéro 6 en réhabilitation va permettre de relier la province de la Mongala à celle du sud Ubangi.
Feuilleton judiciaire, le garde du corps de feu colonel Kassongo tué par balle à Kinshasa est condamné à la prison à vie pour meurtre et au paiement d'une amende. Les nouvelles de la poursuite des procès Floribert Chebeya et celui de Germain Katanga sont également résumés par Marie Kalong. À la haute cour militaire, la chambre numéro 1, présidée par le premier président, le lieutenant général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a repris l'instruction de l'affaire général-major Injila Yav Jean-Luc et consorts après une période de suspension suite aux exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant cette haute juridiction militaire par le prévenu Jean-Luc Injila et Boulala Paul. La Cour constitutionnelle avait déclaré fondée l'exception du prévenu Boulala est non fondée, celle du général-major Injila Yav. La même chambre avait siégé dans l'affaire générale de brigade Germain Katanga et consorts poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel commis en Ituri. La haute cour militaire a rendu le mardi 14 septembre 2021 son arrêt avant dire droit dans lequel elle a ordonné la descente à Bunia d'une équipe restreinte en vue d'auditionner les victimes et interroger les témoins à charge ou à décharge. D'une chambre à une autre, la haute juridiction militaire qui juge le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis poursuivi pour homicide involontaire a soumis au débat le rapport d'expertise émanant du commandant de la base logistique centrale par intérim à propos de 3 armes GP utilisées lors de l'exercice de tir organisé à Kassongoulou. Le mercredi 22 septembre dernier, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel a ouvert en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo le procès de l'assassinat de Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana, tous deux activistes de droits de l'homme. Elle a procédé à l'identification des commissaires supérieurs adjoints Jacques Mugabo et Christian Ngoy Kinga, deux prévenus fugitifs condamnés par défaut au premier degré par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. De son côté, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Galiema qui a jugé en procédure de flagrance le prévenu APP Sefou Mangbonguo, poursuivi pour meurtre de son chauffeur, le colonel Kassongo, commandant seconde de la Légion nationale d'intervention, a rendu le lundi 13 septembre 2021 son verdict. Il a condamné le prévenu à la peine capitale avec paiement de 10 millions de dollars américains à la partie civile Bakadiona Badibangamagi à titre de dommages et intérêts. Le changement des mentalités des douaniers et le respect de la déontologie et de l'éthique, cet engage de la mobilisation de recettes douanières. Un séminaire a ouvert ses portes à Kinshasa, séminaire organisé pour les formateurs des formateurs de la DGDA. Les douaniers ne peuvent mobiliser les recettes sans l'appropriation de la lutte contre la corruption et la concussion. Ils sont invités au changement des mentalités pour contribuer à l'émergence et au développement du pays grâce à la maximisation des recettes des douanes dans les postes frontières. C'est ce qui justifie la formation des formateurs de la Direction générale des douanes et assises sur les changements des mentalités au cours d'un séminaire organisé par la Coordination pour les changements des mentalités CSEM. Séminaire ouvert par le directeur général de la DGDA. C'est dans le cadre de la campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics lancée récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette campagne était organisée en partenariat avec les régies financières, les ministères des Finances et les budgets. Après l'ouverture du séminaire, le professeur Nana Manouanina, ministre près le président de la République, a planché sur les thèmes « Les processus du changement des mentalités, savoir-être, place centrale de l'homme et de la femme congolaise ». Et s'est attardé sur les changements des mentalités des douaniers en se référant à l'éthique et à la déontologie professionnelle de tous les douaniers. La bonne gouvernance, la redevabilité et le patriotisme était également passé au peine fin. C'est ce message-là du changement de mentalité qu'eux ont à perpétuer, à transmettre auprès de leurs agents pour qu'ensemble nous puissions travailler pour l'intérêt de tout le monde et pour développer la nation congolaise. Merci Eugénie Dada-Chabani. Les chefs coutumiers de Sekebanza au Congo central veulent être réhabilités dans leurs droits. Ils exigent réparation des droits des terres jamais perçus depuis la construction du barrage d'Inga. Ils ont présenté le problème au ministre des Ressources hydrauliques.
Il plaide pour l'organisation d'une table ronde avec les responsables de la SNEL SA pour régler les contentions en rapport avec la question de concession, de non-engagement des filles et fils du terroir à la SNEL et de l'électrification de la contrée. Les chefs coutumiers de Sekebanza dans la province du Congo central ont soumis ces desiderata au ministre des Ressources hydrauliques et électricité en séjour de travail dans cette partie du pays. Nous sommes contents de voir le nouveau ministre accompagné du DG de la SNEL chez nous. Nous ne sommes pas satisfaits, nos droits ne sont pas respectés. Juste après la rencontre avec les chefs coutumiers, le ministre Olivier Mwenze-Moukaleng a présidé la séance de travail avec le comité local de gestion de la SNEL SA. Les revendications des chefs coutumiers, l'une des questions à l'ordre du jour. Le numéro 1 des ressources hydrauliques et électricité a également visité les sites à caractère social et éducatif de la contrée Inga. Il s'agit de l'école maternelle d'Inga et le centre hospitalier de référence d'Inga, où il a procédé au paiement des frais d'hospitalisation des malades en difficulté. La signature du livre d'or a clôturé cette tournée. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et le vice-ministre du plan Christian Badou ont remercié la population de Inga pour l'accueil leur réservé. Voilà, nous aussi, nous vous remercions pour l'attention soutenue. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de votre fidélité. Je rappelle les principales informations. La rentrée scolaire, c'était aujourd'hui à travers tout le territoire national. La rigueur et la lutte contre les antivaleurs, deux principes qui doivent caractériser cette année scolaire 2021-2022. Tony Mwaba a donné le ton à Mboujima et au Kasaï oriental. Et puis, nouvelle expiration aujourd'hui du délai accordé aux confessions religieuses pour trouver un candidat consensuel pour la CENI. Après un nouvel échec de discussion, le groupe de 6 se remet au président de l'Assemblée nationale. Et puis les chefs coutumiers de Sekebanza au Congo central, vous les avez suivis, ils exigent réparation pour des droits non perçus sur Inga. Ils ont donc levé un coin du voile. L'actualité revient à 23h à la présentation. Getty Omatuku, je vous retrouve demain à 20h. Prenez soin de vous. Bon début de semaine.